Les mythes indo-germains qui racontent l'épopée des peuples d'Europe situent la terre du Graal dans l'île de Thulé, la patrie des Hyperboréens, à l'extrême nord du monde. Ici, dans cette terre des origines, les dieux du Nord vénèrent les tables d'or sur lesquelles Odin a gravé les runes magiques. Hyperborée, terre d'origine du Graal, est nommée la terre de l'éclairement dans les anciennes sagas scandinaves. Le Liber Gabala, le livre des conquêtes, raconte qu'au moment de la chute de l'âge d'or, le peuple des Tuatha Dé Danann quitta la terre polaire et descendit dans le temps des hommes affronter les Firbolg, les forces de la jungle. Alors je vais commencer cette série, il n'y aura pas que des conférences, il y aura une espèce de table ronde. On va commencer par une petite lecture que je vais raccourcir. Je me présente, je suis Laurent James de Marseille. On va commencer par une lecture qui va, on va dire, cadrer les journées. Malheureusement, étant donné l'heure un petit peu avancée, je ne vais pas faire de la lecture intégrale du texte de Jean Parvulesco, qui est un écrivain qui nous a tous inspirés très profondément. Ce texte porte comme titre « Vladimir Poutine et l'Empire eurasiatique de la faim ». Je ne vais en lire que quelques extraits, puisque nous avons tout de même presque 20 minutes de retard, il me semble, par rapport à l'horaire annoncé, ou même 27. Donc, je vais essayer de réduire, enfin de lire les passages les plus porteurs de sens sur la demi-heure qui nous reste. Vladimir Poutine et l'Empire eurasiatique de la faim. Je ne sais pas si je reste debout ou si je m'assieds, qu'est-ce que vous en pensez? Debout, ça va? Oui, debout. Ouais. Que l'on en soit réellement conscient ou pas, nous nous trouvons à présent sur la ligne du partage des eaux de la grande histoire, soudain proche de son terme. Quelque chose y prend fin définitivement et ce quelque chose d'autre va bientôt s'y passer, abyssalement, quelque chose d'absolument nouveau. La terreur sournoise et dégradante exercée à l'échelle planétaire par la subversion suractivée de la conspiration mondialiste carme, justifie et n'en finit plus d'imposer sa doctrine du politiquement correct soi-disant démocratique, atteint à l'heure présente les ultimes limites de l'insupportable, du cauchemar permanent et total. Arrivant ainsi en ses extrémités à ce paroxysme final de l'affirmation active des impositions subversives et totalitaires de la conspiration mondialiste en place et de sa terreur démocratique incapacitante, l'histoire mondiale semble s'être momentanément arrêtée dans sa marche, comme auto-immobilisée dans l'attente de l'instant fatal où il lui faudra basculer inéluctablement dans un état absolument contraire à celui de son actuel blocage négatif total, changer entièrement de sens. Car une nouvelle forme spécifique de changement est à présent apparue dans le devenir visible de l'histoire mondiale, une nouvelle forme ontologique d'action directe dans le cours immédiat de l'histoire, qui implique et décide à terme, quand l'heure en vient, l'autodestitution aussi totale qu'instantanée, sans la moindre intervention extérieure, de toute situation de pouvoir fondamentalement constituée, s'affirmant politiquement et fut-elle apparemment inexpugnable en ses assises du moment, ce qui semblait ainsi devoir durer indéfiniment, disparaîtra alors d'une mystérieuse manière soudaine, sans laisser de traces, effacée à jamais du courant de l'histoire, comme si rien il n'y avait eu. C'est que lors de ces grands changements, lors de ces grands tournants décisifs, imprévisibles, soudains, l'histoire se trouve forcée de muer, de se transformer de par le mystère même de ses propres profondeurs irrationnelles. Mystère en action que seul mènent depuis l'invisible les décisions révolutionnaires occultes de la divine providence, toujours là, toujours dissimulées derrière les événements immédiatement visibles. Comprendre l'histoire dans sa marche, ce n'est pas en pénétrer les raisons objectives, qui ne sont jamais que des apparences arrangées, mais ne pas méconnaître l'identité abyssale de ce qui la mène
est fait avancer vraiment par en dessous, suivant un dessein providentiellement conçu et conduit dans dehors des temps. Ainsi en avait-il été de la fin abrupte du communisme soviétique et de l'ensemble de ses conspirations subversives de dimension planétaire, sans la moindre intervention visible venant de l'extérieur de ce qui était en train de se passer au moment décisif, sans absolument aucune raison objective, à l'heure prévue et que personne n'attendait parce qu'il s'agissait d'une heure occulte, supra-historique. Il s'en était produit comme un brusque effondrement total de l'intérieur de celui-ci, comme un soudain éclair noir, annulant tout, et la plus grande puissance politico-militaire du monde a cessé d'exister. S'est trouvée comme aspirée par le néant qu'elle portait secrètement en elle, instantanément et tout à fait définitivement, sans trêve ni recours. Aujourd'hui, partout dans l'espace intérieur propre de la plus grande Europe, de l'Europe en tant qu'avant-garde révolutionnaire du grand continent eurasiatique, le feu du retour à l'être, du redressement politique révolutionnaire de l'ensemble du continent, couve souterrainement, se maintient envers et contre tout, clandestinement disponible dans l'attente de cette émergence de renversement absolu et de recommencement absolu, qui doit marquer le prochain basculement de l'actuelle situation politique européenne en son propre contraire. Cela, c'est bien la dialectique agissante de la nouvelle forme d'intervention ontologique dans l'histoire qu'il exige, à travers son double commandement de l'autodestitution du passé, des formes condamnées et déjà révolues, et de la mobilisation abyssale de ce qui soudain sera appelé à donner son nouveau visage à l'avenir déjà secrètement en marche. En conclusion à un travail de recherche politico-révolutionnaire que je faisais paraître en 1976 sous le titre de « La ligne géopolitique de l'URSS et le projet océanique fondamental de l'amiral Sergueï Gortchkov », j'avais placé prophétiquement, à présent je m'en rends compte, les lignes suivantes dont l'actualité me paraît tout à fait saisissante, plus que jamais immédiatement opératoire. C'est sous le jour de cette conception intériorisante de l'histoire qu'il faudra savoir d'avance, tout est là, qui, en Union soviétique, finira par l'emporter, ce texte date de 1976, à l'heure voulue sur l'autre camp, implacablement, pour s'engager aussitôt à changer dans un sens ou dans l'autre la direction et jusqu'à la face même de l'histoire du monde. Aujourd'hui comme hier, tel est le but unique, changer la face du monde. Cependant, dans la perspective du but unique, lequel des deux camps l'emportera sur l'autre? Celui qui saura laisser apparaître en son sein la volonté de destin de l'homme providentiel, qui sera aussi l'homme de la dernière bataille. Quand viendra-t-il celui-là? Inéluctablement à l'heure prévue. Or, c'est très précisément l'apparition, l'avènement de ce que j'appelais alors l'homme providentiel, que aujourd'hui, que les temps sont prêts, va devoir provoquer le basculement final de l'actualité politique européenne immédiate dans le sens de son retour révolutionnaire à l'être. Fournir, au-delà de l'actuel désastre de celle-ci, sa forme ontologique décisive à un autre recommencement total de l'histoire et de la conscience politique européenne, de leur structure d'affirmation et de présence agissante propre, renouvelée depuis leurs profondeurs originelles retrouvées. Car c'est un fait, la déflagration révolutionnaire finale est à présent prête à éclater. Partout en Europe, des groupes géopolitiques de conscience et d'intervention politique clandestine, impériale grand européenne, agissant déjà sur des dimensions continentales eurasiatiques, se trouvent à l'affût de l'imminent changement de l'histoire proche de sa fin. Changement qui est en train de s'amorcer souterrainement et dont ces groupes géopolitiques mobilisés sur place constituent la masse explosive à laquelle l'apparition de l'homme providentiel, du nouveau concept absolu de l'histoire arrivant à son point critique suprême, apportera le détonateur prédestiné. La définition idéologico-doctrinale de ce changement annoncé, on peut la trouver exhaustivement arrêtée dans un récent document émanant d'une des centrales opérationnelles à l'œuvre, à demi clandestinement, de ce vaste mouvement politique souterrain, dont celle-ci représente une des actuelles instances décisives d'affirmation révolutionnaire immédiate. De cette définition idéologico-doctrinale, en voici donc ci-dessous le document faisant état de son projet opérationnel de base,
document connu plus ou moins confidentiellement sous le titre de « Pacte impérial eurasiatique ». Je cite textuellement. « C'est de la confrontation de nos doctrines impériales et catholiques avec la réalité politico-historique actuelle, directe, à laquelle celle-ci s'adresse révolutionnairement, qu'il va en résulter dialectiquement l'émergence finale du grand empire catholique constituant notre objectif ultime, l'imperium ultimum, du regnum sanctum, qui devra comporter en principe 3 stades opérationnels, 3 étapes édificationnelles prévues. Le premier de ces 3 stades opérationnels, celui de l'acte même de la mise en piste du projet impérial final, concernera la création de l'axe Paris-Berlin-Moscou, pôle européen grand continental impérial à venir. Ne devant pas comporter d'intégration politique à proprement parler de la France, de l'Allemagne et de la Russie, l'axe Paris-Berlin-Moscou n'aura qu'une première fonction de mise en convergence définitive et totale de la communion de destin, de la prédestination des 3 pays du pôle fondationnel grand continental, mobilisés en avant par une même vision impériale irrévocable par la décision du pacte fondamental. Le deuxième des 3 stades opérationnels de l'imperium ultimum, vers la réalisation effective de l'empire eurasiatique de la fin, constitué par l'intégration politico-historique totale de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, de la Russie et de la Grande Sibérie, de l'Inde et du Japon. Quant au 3e stade opérationnel de l'édification révolutionnaire impériale catholique de ce monde et de son histoire finale, il devra inclure aussi, après la réduction définitive de la conspiration démocratique mondialiste menée par la superpuissance planétaire des États-Unis et la libération révolutionnaire de celle-ci, la double instance géopolitique intégrée des 2 Amériques, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Le 3e stade impérial de l'histoire finale du monde sera celui de l'apparition de l'archipel planétaire unifié, entité supra-historique transcendantale placée sous la lumière révélatrice parousiale du regnum sanctum. Aussi, la conspiration mondialiste de la superpuissance planétaire des États-Unis devra-t-elle prendre fin en s'auto-détruisant elle-même, dans les termes d'une guerre civile continentale, qui sera la répétition à rebours de la guerre de sécession américaine, de son propre acte fondationnel des origines, 1861-1865. Lors de cette seconde guerre de sécession, ce sera la majorité nationale oppressée de la superpuissance planétaire des États-Unis, sa majorité sudiste, traditionnelle et spiritualiste, catholique, d'héritage européen en continuité, qui va devoir l'emporter irréversiblement sur la partie nordiste, antitraditionnelle, gauchiste et matérialiste du continent nord-américain. Et ce sera la mission prédestinée de l'Amérique du Sud, qui, entre-temps, sous l'impulsion révolutionnaire de l'Argentine et du Chili, aura déjà su faire accomplir sa propre intégration continentale, que de soutenir politiquement et stratégiquement l'effort de la majorité nationale sudiste des États-Unis, dans son entreprise de nettoyage révolutionnaire final du continent nord-américain lors de la Deuxième Guerre de sécession. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'histoire actuelle de ce monde et au-delà de celle-ci, l'archipel planétaire dans sa totalité géopolitiquement intégrale va se trouver identifié d'une manière transcendantale, supra-historique, avec le concept agissant du grand empire catholique de la fin, avec le regnum sanctum. C'est en cela aussi que nous reconnaissons et affirmons tout haut la mission, la prédestination révolutionnaire transcendantale de notre propre génération, choisie pour qu'elle prenne sur elle d'accomplir le changement apocalyptique de ce monde, suivant un dessein conçu dans l'invisible. Ce sont donc les groupes géopolitiques de l'ensemble révolutionnaire grand européen en situation souterraine qui constituent à leur présence le dispositif d'émergence déjà en place du futur mouvement de basculement sismique, du futur renversement ontologique du sens de l'histoire actuelle à son terme final. Or, avec l'accession de Vladimir Poutine à la magistrature politique suprême de la Nouvelle-Russie, le concept absolu de la nouvelle histoire mondiale déjà souterrainement en cours, l'homme providentiel du recommencement abyssal de celle-ci, vient assez mystérieusement d'apparaître à la lumière du jour et faire de par cela même que tout se jette brusquement
en avant vers cette totale Weltrevolution dont secrètement nous attendions tous et depuis si longtemps la venue définitive, l'affirmation polaire de la fin. Mais qui est en fait Vladimir Poutine? Vladimir Poutine, c'est avant tout et très essentiellement l'émanation directe des conseils secrets révolutionnaires permanents des forces armées de l'Union soviétique, qui se cherchaient et qui guettaient l'occasion de faire surface, de franchir la ligne du passage à l'histoire visible, active, depuis déjà les années 1948-1952, quand il y avait eu les premières manifestations de taille de leur action, de leur présence combattante, de leur volonté d'affirmation politique propre, non pas contre l'État soviétique, mais confidentiellement au sein même des structures de pouvoir propres de celui-ci. C'est depuis lors que l'on a pu parler d'une doctrine nationale révolutionnaire immanente des forces armées de l'Union soviétique, doctrine qui est allée en se précisant d'une manière de plus en plus décisive à partir des années 60 et dont les thèses géopolitiques de base se sont trouvées confidentiellement soutenues par Léonid Brejnev et par la suite, ouvertement ou presque, par Yuri Andropov. Deux personnalités militaires de tout premier plan passent pour avoir été, et restent encore, des représentants emblématiques, de pointe, de la doctrine politico-militaire immanente des forces armées soviétiques, doctrine globale, à demi clandestine, ou plutôt implicite, mais dans son temps de plus en plus active et suractivante, là où elle parvenait à agir, et qui aujourd'hui est en passe de devenir effectivement et tout à fait à découvert cette fois-ci, la doctrine géopolitique officielle de la Nouvelle-Russie. Ces deux personnalités militaires soviétiques sont l'ancien chef du CRU et par la suite de l'état-major général des forces armées de l'URSS, ainsi que ultérieurement commandant en chef des forces du pacte de Varsovie, le général-colonel Sergueï Chtemenko et le maréchal Nikolai Ogarkov, qui lui aussi, tout comme le général-colonel Chtemenko, devait accéder quelques années après à la tête de l'état-major général des forces armées soviétiques. C'est en tant que chef de l'état-major général des forces armées de l'URSS que le maréchal Ogarkov avait tenté et failli même réussir une prise de contrôle totale de la direction politique de l'URSS par les forces armées, ayant finalement échoué à cause de la contre-conspiration rivale qui allait amener au pouvoir, à travers le secrétariat général du Parti communiste, Mikhaïl Gorbatchev, pour aboutir en dernière instance à l'autodestitution politique irréversible de l'ancienne Union soviétique. Dans son livre capital, qui avait définitivement compté pour toute une génération de chercheurs, GRU, le plus secret des services soviétiques, 1918-1988, Pierre de Villemarais appelait le général-colonel Chtemenko un des premiers géopoliticiens de l'URSS, peut-être même le premier de tous. Aussi, sur le général-colonel Chtemenko, Pierre de Villemarais écrira-t-il que celui-ci appartient à un clan d'officiers supérieurs, certainement soviétique, mais avant tout grand russien d'esprit et parfaitement expansionniste. Et aussi, pour cette caste, l'URSS est un empire appelé à dominer le continent eurasiatique, non seulement de l'Oural à Brest, mais de l'Oural à la Mongolie, de la Centrasie à la Méditerranée. Et ensuite, sur ce dernier point, Chtemenko est en effet l'homme qui a proprement inventé de 1948 à 1952, non l'invasion éventuelle de l'Afghanistan, mais son absorption lente par interpénétration économique continue avec subversion assortie. Et parallèlement, l'irruption de l'URSS dans les capitales arabes, à Beyrouth, Damas, Le Caire, Alger. Fin 1948, il exposait déjà qu'à l'intersection de l'Orient et de l'Asie, l'Afghanistan offrait le moyen stratégique de couvrir les flottes que commençait à développer l'amiral Serge Gorchkov, un de ses amis personnels, pour déboucher de la mer Noire vers la Méditerranée. La puissance visionnaire de la géopolitique d'avant-garde du général-colonel Chtemenko nourrit encore aujourd'hui la démarche active des positions géopolitiques armant les bases idéologiques révolutionnaires de la Nouvelle-Russie, dont Vladimir Poutine incarne et assume les destinées, le projet impérial grand continental eurasiatique et la mission eschatologique finale. En allant donc à l'essentiel, on peut effectivement avancer que par-dessus l'état de fait du régime soviétique en place,
et néanmoins de l'intérieur même de celui-ci, la doctrine politico-militaire immanente des forces armées de l'URSS comportait une double perspective opérationnelle intérieure, à la fois géopolitique et transcendantale. Sa doctrine géopolitique comprenait le projet fondamental d'une intégration politique finale, totale, impériale, du grand continent eurasiatique dans son ensemble, alors que sa doctrine transcendantale ne faisait que reprendre, renouveler les grands objectifs suprahistoriques du tsarisme et d'une certaine conception visionnaire eschatologique, polaire, de la prédestination spirituelle salvatrice, finale, apocalyptique de la plus grande Russie. Ainsi, quand, vers la fin des années 60, le maréchal Ogarkov, alors chef de l'état-major général de l'URSS, lançait l'appel et tentait d'en imposer la doctrine de la militarisation intégrale et de la mobilisation générale et permanente de l'appareil de production industrielle et de l'économie soviétique dans son ensemble. Le tout petit nombre de ceux que l'on dit au courant des choses qu'il ne faut surtout pas savoir, tout petit groupe présent et confidentiellement à l'œuvre en URSS, aussi bien qu'en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest, n'avait pas manqué de comprendre que l'ordre secret s'apprêtait à passer à l'offensive finale, décisive, l'ordre secret de la grande conspiration immanente des forces armées soviétiques en place, agissant au cœur même du pouvoir soviétique, qu'elle comptait changer de l'intérieur. D'où, alors, presque sur le coup même, le limogeage du maréchal Ogarkov, rentré provisoirement, mais ne faut-il pas plutôt dire subversivement, dans l'ombre, en attendant la suite. Car l'heure, il faudrait bien le croire, n'en était pas encore tout à fait venue de cette offensive finale, ni surtout de ce que celle-ci eût impliqué, et du coup rendu irréversible, sur le plan encore non entamé, des grandes stratégies politico-militaires soviétiques renouvelées par la reprise à découvert de la ligne grand continentale eurasiatique. Or, si tout cela n'avait pas pu se faire à ce moment-là, c'est très certainement à présent que tout cela va devoir se faire, à travers tout ce que signifie la prise du pouvoir à Moscou par Vladimir Poutine et le grand renversement révolutionnaire que celle-ci implique depuis les profondeurs. Cette évidence est fondamentale pour ce qui est là réellement en jeu, la thèse immédiatement opérationnelle de la mobilisation totale, de la mobilisation révolutionnaire des structures politico-administratives, sociales et culturelles, voire religieuses, de la Russie, en vue d'un grand dessein suprahistorique, constituait le noyau central de la doctrine révolutionnaire immanente des forces armées russes d'hier et d'aujourd'hui, retrouvant ainsi les principes suractivants de l'Empire russe des origines, suivant son identité missionnaire, romaine, impériale, de ses premiers débuts, en armes, suivant son identité abyssale, occulte, polaire. Or, c'est bien de cette vision politico-historique visionnaire et de ces grandes thèses opérationnelles, géopolitiques et transcendantales que Vladimir Poutine est lui aujourd'hui l'héritier, le porteur direct, l'homme providentiel, appelé à une tâche prédestinée, qu'il lui appartiendra de mener jusqu'au bout. En effet, Vladimir Poutine, le De Gaulle russe, déclarait récemment que le redressement de la société russe, actuellement au bord de l'abîme, passe pour lui par une réorganisation générale en profondeur du pays dans son ensemble, axée sur la priorité d'urgence accordée aux forces armées et à leur modèle d'agencement et de fonctionnement structurel, qui doivent devenir l'ossature organisationnelle du renouveau révolutionnaire de la Nouvelle-Russie, le noyau agissant de la naissance même des temps nouveaux, l'expression des temps nouveaux étant en passe d'apparaître comme une rengaine obsessionnelle des bouleversements en cours ou à venir, le nouveau mot de passe. Et cela à telle enseigne que la future reprise industrielle de la Russie devra se trouver soutenue, dans un premier temps, sur l'exploitation suivie, intensive, du fonds des technologies spéciales d'avant-garde, dont disposeraient actuellement les forces armées. Ainsi, l'ombre protectrice de celle-ci s'étend-elle à nouveau sur l'ensemble de la société russe. Les nouveaux temps de Vladimir Poutine viennent de ramener l'obligation formelle de la préparation militaire à l'école, et celle-ci suivie de près par les nominations en masse de militaires aux postes clés, aux postes stratégiques du renouvellement, de la réorganisation de la situation politico-administrative, sociale, économique et industrielle de la Russie, ainsi poussée vers l'ère des changements accélérés, vers son abrupte normalisation.
reconstituer l'État, refaire et imposer une continuité, une volonté, une conception hautaine, romaine de l'État. Tel semblerait être le but principal et immédiat de Vladimir Poutine, qui par ailleurs entretient le culte du secret, du non-dévoilement de ses plans d'action. Culte du secret révélateur d'une ancienne habitude impériale russe, reprise en continuité par le pouvoir soviétique. D'autre part, on n'ignore pas l'influence directe et profonde exercée sur les milieux proches du groupe de commandement politico-militaire personnel de Vladimir Poutine par le manuel de géopolitique impériale grande européenne, eurasiatique et transcendantale d'Alexandre Douguine, conseiller politique du président de l'Assemblée nationale de la Russie, chargé plus particulièrement de la direction active de la cellule géopolitique de celle-ci, entité responsable de la définition des grandes lignes de force géopolitique actuelles et à venir de cette Russie naissante dont Vladimir Poutine entend forger les nouvelles destinées révolutionnaires. Aussi l'importance qu'Alexandre Douguine et ses conceptions géopolitiques impériales eurasiatiques sont en train de gagner actuellement auprès du groupe de commandement politico-militaire de Vladimir Poutine apparaît-elle comme extrêmement significative, lourde de promesses d'avenir, parce que la pensée de notre camarade Alexandre Douguine est celle précisément de l'ensemble de nos groupes géopolitiques actuellement en action. Les positions de combat et les thèses opérationnelles d'Alexandre Douguine sont les mêmes que celles avancées par le pacte impérial eurasiatique, cité déjà dans le courant du présent article. Là, une boucle est bouclée qui va profondément marquer les futures destinées politico-spirituelles du continent eurasiatique et plus particulièrement de la plus grande Europe. Dans un entretien avec la revue Commerçante, Vladimir Poutine déclarait que quelques années après la mort de sa mère, qu'il avait fait baptiser clandestinement dans la religion orthodoxe, celle-ci lui avait donné sa croix de baptême pour que lors d'un voyage qu'il lui avait fallu faire en Israël, il la fasse bénir sur le tombeau du Christ. Et, ajoute-t-il, pour ne pas la perdre, je l'ai mise autour de mon cou et depuis je l'y ai gardée. De toutes les façons, la Russie nouvelle doit absolument se souvenir sans cesse qu'elle doit le miracle inconcevable de sa brusque libération du communisme, comme par enchantement, au fait que, en communion avec tous les évêques du monde, le pape Jean-Paul II avait consacré la Russie au cœur immaculé de Marie, suivant le vœu et la promesse sous condition qu'avait prononcé la Vierge Marie lors de son apparition à Fatima au Portugal en 1917, l'année même où la Russie sombrait dans le cauchemar halluciné, dans le cauchemar sanglant et sombre de 70 années de terreur communiste. Mais il y a plus, suivant la prophétie de saint Maximilien Kolbe, le martyr de la charité d'Auschwitz, pour que la nouvelle Russie puisse être vraiment au rendez-vous de ses retrouvailles prévues avec ses plus grandes destinées à venir, il faudrait que sur la plus haute tour du Kremlin, l'étoile rouge soit remplacée par une statue votive de la Vierge Marie, symbole annonciateur du Regnum Mariae. Ce n'est qu'un symbole, mais c'est sans doute de ce symbole que dépend entièrement l'avenir eschatologique de la Russie et, partant, de l'ensemble impérial du grand continent eurasiatique. Cela, je ne sais pas si Vladimir Poutine le sait, mais il faudra le lui faire savoir. Pour le moment, la somme maximale des efforts à déployer par les groupes géopolitiques et par les formations politiques européennes que ceux-ci pourraient influencer doit concerner la mise en piste de l'axe Paris-Berlin-Moscou. En même temps, si la plus grande Europe est désormais à cause de la Russie, à la fois catholique et orthodoxe, il faudra s'empresser d'arriver à une réintégration des deux religions, catholique et orthodoxe, revenir en arrière jusqu'au temps où leur séparation n'avait pas été consommée. Ce qui à présent paraît impossible, une volonté transcendantale le fera, soutenue par certaines centrales occultes à l'œuvre et par la sainteté. Je vous remercie pour votre première écoute.